Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'info continue sur Canal 3 Bénin. En conclusion à notre randonnée relative au devoir de mémoire sur la conférence nationale des forces vives de la nation, on se penche ce soir sur les temps forts de la dernière journée de ces assises. En clair, on explore avec notre invité les grandes décisions issues de cette conférence nationale, les ramifications et les implications sur la vie politique du pays, les acquis obtenus et la gestion de ces acquis au fil du temps au Bénin. Notre invité en question, c'est un sociologue, statisticien, démographe et politologue, professeur Gilles Goyi. Gilles Goyi, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bienvenue sur le plateau de l'info continue sur Canal 3 Bénin. Eh bien, depuis, je dirais, quelques semaines en arrière, on s'est donné un exercice. C'est le devoir de mémoire sur la conférence nationale des forces vives de la nation. Ça fait 35 ans. On a essayé d'épousseter les archives et d'évoquer quelques thématiques. Avec vous, on conclut donc cette randonnée. On est bien intéressé de savoir ce que vous avez à dire, je dirais, sur ces assises du 19 au 28 février 90. Ça fait 35 ans quand même, professeur Gilles Goyi. Merci infiniment, M. Wakab. Et merci à Canal 3 pour l'invitation. C'est un plaisir. Ça fait un bon moment que je suis arrivé ici. C'est vrai. Disons simplement que c'est une assise qui demeure historique. Qui demeure historique simplement parce que c'est elle qui a permis de placer le Bénin en orbite. C'est ça. C'est elle qui a permis de disposer le Bénin dans le concert des grandes nations. D'accord. 35 ans, c'est tellement passé, c'est passé tellement vite. Parce que 35 ans, c'était là, j'étais là. C'est comme si c'était hier. Mais c'est passé tellement vite, malgré les nombreuses réalisations qui ont été observées pendant les phases, n'est-ce pas, de notre vie démocratique sur lesquelles on ne va pas revenir, parce que j'imagine, on n'a que 30 minutes. D'accord. On n'a pas beaucoup de temps. Oui. Donc, c'est une assise qui demeure historique à tout point de vue, parce qu'elle a servi de repère à d'autres pays qui ont eu des fortunes diverses, Oui. jamais au même niveau que le Bénin. Donc, moi, je n'ai que beaucoup de nostalgie pour une pareille assise qui se justifiait dans le temps. Oui. J'apporte cette précision parce que cette assise se justifiait à ce moment-là. Ce n'est pas l'assise nationale dont on parle maintenant à contre-temps, à volo. Non, ce n'est pas la même chose. D'accord. Le Bénin sortait d'une crise sociale majeure. La conférence nationale était venue tout stabiliser, un peu comme les douleurs de l'enfantement. D'accord. Alors pour la jeunesse, pour la nouvelle génération qui nous suit, quelle solution la conférence nationale a apporté concrètement au malaise qui était celui du Bénin en son temps? C'est, comme je le disais, ça a été la solution au marasme économico-social qui existait. Le seul conseil que je vais donner à la jeunesse, je ne sais pas si vous avez pris des dispositions pour consigner tous vos travaux pour cette période de 35 ans, vous devez en faire un document de référence. Et chaque jeune de ce pays, toute la jeunesse en général, pour savoir, pour connaître le Bénin, doit pouvoir s'inspirer à tout moment de ce document, soit ici à 40+, ou bien à 43, excusez-moi, ou bien quelque part à Archives nationales. En tout cas, ce document doit être disponible et vulgarisé à outrance pour que tout le monde sache ce qui s'est passé. Et surtout, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, le rôle remarquable de Canal 3 dans la connaissance de cette assise historique. D'accord. Voilà. Alors, on va évoluer. Quelles ont été les grandes décisions prises? Parce que vous avez dit que la conférence nationale a apporté en quelque sorte une solution au marasme socio-économique que vivait le pays à l'époque. Il y a que à ces assises, on a pris des décisions. Quelles ont été celles qui vous ont le plus marqué et qui restent dans l'histoire au fond? Très bien. La principale décision qui m'a toujours marqué, c'est que c'est à cette assise qu'il a été décidé désormais le bannissement total de la navigation à vue pour ce qui concerne la gestion du Bénin. C'est à cette assise solennelle et historique que la décision de gouverner désormais le Bénin sur la base de plans et de programmes d'action a été retenue. Et c'est à cette réunion cruciale
qu'est née, vous en avez certainement parlé, l'idée de réaliser la vision du Bénin. Bénin 2025 à l'AFIA. La première fois que l'idée est sortie, c'était à cette conférence nationale. Pour éviter que des mercenaires, je n'exagère pas, pour éviter que des aventuriers s'accaparent du pouvoir pour en faire leur patrimoine personnel et pour détruire davantage le Bénin. Donc le Bénin ne doit plus être... ne doit plus naviguer à vue. La gouvernance du Bénin est balisée par une vision. Et c'est cette vision-là qui est en train de s'achever maintenant. Et qui va être relevée. Et qui va être relevée. Qui va être complétée. Qui va être prise en confort par Bénin 2060. Et je crois que les travaux sont presque fini. D'accord. Alors, en termes de temps fort, je dirais, de ces assises de façon générale et de la dernière journée, qu'est-ce qu'on retient? Ce que moi j'ai retenu, je ne peux pas parler pour eux, ce que moi j'ai retenu, c'est le discours de clôture. C'est ça. Et à son âme, le professeur Albert Thévo Idré, rapporteur général de cette conférence. Mais ça a plutôt été pour moi le discours du président, à son âme aussi, Mathieu Kérékou, qui a entériné toutes les décisions de la conférence nationale. Et le moment solennel de cette conférence nationale, c'était quand l'hymne national a été entonné. Quand le président Mathieu Kérékou a donné son aval pour ça là. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Et ce qui m'a, enfin, en deuxième position, c'est que les résolutions qui ont été prises pour cette conférence nationale, je n'ai pas souvenance qu'il y en a une qui n'ait pas été satisfaite. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Le Bénin menant allègrement son petit bonhomme de chemin. Parce que nulle part, rien ne marche parfaitement. Mais moi, je peux dire qu'au niveau du Bénin, mon pays, nous sommes sur la bonne voie. Le Bénin est en orbite et gravite autour des grandes nations avec grand succès. D'accord. Alors, ça sous-entend que je dirais les réflexions des délégués à cette conférence, n'est-ce pas, c'était d'apporter des solutions aux différents problèmes. On les a consignés en quelque sorte. Vous dites que la plupart des problèmes qui se posaient majoritairement ont eu de solutions. En termes de mise en œuvre, n'est-ce pas, des dispositions, pour ne pas dire des décisions prises à cette conférence nationale, est-ce que vous pensez qu'on a réussi dans l'application, dans la mise en œuvre donc de ces décisions? Oui, moi je n'ai aucun doute que des succès louables ont été réalisés, simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est à partir de cette conférence nationale que la gouvernance du Bénin est désormais basée sur des plans d'action. Plan, programme d'action, c'est pareil. Il est entendu qu'un programme, c'est un ensemble de plans. Donc, il n'y a plus de navigation à vue. Les politiques sectorielles qui existent actuellement découlent de cette vision du Bénin bien gouverné et à économie prospère. À partir du moment où c'est à cette conférence-là qu'il a été décidé de consolider les bases matérielles de l'économie béninoise. Ça a été fait. Et puis la justice, la sécurité, la défense de la nation, tout ça là, c'est à cette assise historique que les dispositions à prendre pour y arriver ont été prises de façon tout à fait tangible. Alors, par rapport à ces dispositions qui ont été prises, leur mise en œuvre, c'est sur cet aspect que je voudrais insister un peu. Est-ce que vous pensez que la mise en œuvre a été facile d'abord pour les dirigeants? Est-ce que ça a été également facile pour le peuple? C'est ce que je veux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement. Il y avait un modèle de vie, un modèle de gouvernance avant 90, aux assises nationales. On a décidé de réorienter les choses, de prendre un couloir autrement. Est-ce que la prise de ce couloir a été facile pour les dirigeants? Est-ce que ça a été facile également pour le peuple? On ira peut-être de façon graduée, on ira étape par étape, parce qu'on a connu des gouvernements successifs à l'heure du renouveau démocratique. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Vous savez, comme on le dit très facilement, c'est la comparaison qui a dégradé l'âne. C'est la comparaison qui a dégradé l'âne. Et on va distinguer
4 phases, les 4 phases principales. D'accord. Lesquelles? Les 4 phases principales, c'est que la première phase, c'était l'après-conférence nationale. D'accord. L'après-conférence nationale. Les premières années qui ont suivi la conférence nationale. Il y a eu la transition démocratique. Oui. Ensuite, les élections les premières élections présidentielles remportées par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a fait 5 ans. Oui. L'économie était florissante, mais le mode de gestion des ressources humaines et les intrigues politiciennes ne lui ont pas permis de remplir à son corps défendant, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Il est parti. Le président Mathieu Kérékou, l'homme de 17 ans, est revenu faire 10 ans, avec les hauts et les bas qu'on connaît, avec les bonheurs et les malheurs que nous avons connus, de telle sorte que, après 10 ans, 2 mandats de 5 ans, soit dit en passant, je vais revenir sur ça, parce qu'avec 2 mandats de 5 ans, avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois, on ne peut pas développer un pays. D'accord. Ça, c'est l'opposition. Je vais revenir sur ça. Donc, il a fait ses 10 ans, il est parti, laissant le pays dans l'état qu'on connaît. Et on avait pensé que l'espoir renaîtrait avec son successeur, qui fut le président Boni Yayi, qui a aussi fait ce qu'il a pu ou ce qu'il a voulu pendant 10 ans. Et le pays était ce qu'il était, sans utiliser de mots forts. On n'était pas fiers, d'être béninois. On ne levait plus la tête dans certaines occasions pour dire qu'on était béninois. On avait plutôt le profil bas. On avait le profil bas parce que le Bénin était... C'est la lecture que vous faites comme je dirais, du régime précédent. Du régime précédent, c'est-à-dire des 10 ans, de la décennie Boni Yayi, qui, n'ayant pas peur des mots, avait fait une utilisation particulière des ressources du Bénin, et de telle sorte que le ras, le bol, s'il n'était pas général, il était complet quand même. D'accord. D'accord, si on évolue, c'est qu'on a encore un autre régime, le régime en exercice. La dernière étape, la dernière phase dont je parle, le régime en exercice depuis 2016. D'accord. C'est-à-dire la rupture, nouveau départ. Et comme je l'ai dit, c'est la comparaison qui a dégradé l'âne. D'accord. C'est la comparaison qui a dégradé l'âne. Et si on doit comparer ce qui se passe au Bénin depuis 2016 à ce qui se passait avant 2016, c'est le jour et la nuit. D'accord. Alors on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une certaine conformité du modèle de gestion qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on a décidé ou ce qu'on a retenu aux assises de 90? Il y a, à mon avis, pour ma part, il y a une certaine conformité. Il y a une conformité absolue. Parce que je continue d'en être totalement fier. Quand on a participé à la réalisation des études nationales de perspective à long terme qui ont géré la vision du Bénin à la FIA 2025, on est totalement fiers de constater que les 4 scénarios, les 4 scénarios qui avaient été déterminés par cette vision, nous sommes passés par là. Nous sommes actuellement dans le scénario à la FIA, qui avait pour pendant le Wakala. Le Wakala auquel nous avons échappé avec le régime précédent. L'un dans l'autre, il y a donc totale conformité. Et les promesses, je vais dire, et les fruits sont en train de tenir la promesse des fleurs. Je dis sont en train de tenir simplement parce que le président Patrice Talon n'a pas fini. N'a pas encore fini son travail, il n'a pas encore fini. D'accord, dans l'application, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, parce qu'on a les bruits de couloir, on a des coups de gueule, je dirais, des citoyens, en tout cas de quelques citoyens béninois qui estiment que le modèle de gouvernance actuellement n'est pas ce qu'on s'était dit en 90. Est-ce que vous avez la même appréciation? Non, toute proportion gardée, moi je peux dire que c'est de la rigueur dont le président Patrice Talon a fait montre. C'est ça qui justifie la joie des Béninois optimistes. La joie des Béninois sérieux.
La joie des Béninois qui savent reconnaître ce qui se fait de bien pour le bien de ce pays. Il n'y a pas eu cette rigidité par rapport au régime qui a précédé à l'ère du renouveau démocratique. Pas du tout. Vous avez cité Nissofa Soglo, Mathieu Kérékou, Boni Yayi également. C'est justement l'absence de cette rigueur dans la gestion. Donc le laxisme sociopolitique, c'est ça qui avait, sinon, enterré le Bénin. C'est ça qui l'a totalement aplati. Et on n'était pas fiers de dire... Certains parlent de cloisonnement en termes d'animation de la vie politique sous ce régime. Actuellement, non, c'est plutôt de la discipline sociopolitique dont il s'agit. Je dis bien la discipline sociopolitique. Finalement, on dira que ça dépend de là où on est situé pour utiliser les expressions. Tout le monde me connaît, on m'appelle rupturien pur et dur. Mais on ne m'a encore jamais reproché mon manque d'objectivité. C'est ça. Qu'est-ce qui se passait avant le président Patrice Talon? C'est que tout le monde était chef et en définitive, il n'y avait pas de chef. Je prends cette phrase célèbre du président Mathieu Kérékou lui-même, qui était venu nous voir quand on était en mission d'enseignement en 1980 déjà. Je fais partie de la deuxième promotion des bacheliers en mission d'enseignement. Le président Mathieu Kérékou a sorti cette phrase-là. Il y avait eu un calme. On dit oui, voilà, et nous sommes dans un pays où tout le monde est chef, et en définitive, il n'y a plus de chef. Et il n'y a pas eu de changement après 80. De 80 à aujourd'hui, ce n'est pas petit, disons-nous la vérité. Il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement parce que la gouvernance d'un pays, c'est comme des vagues marines. Il y a eu des creux, il y a eu des hauts et des bas. Je ne peux jamais lancer la pierre à un quelqu'un de président passé. Chacun a fait ce qu'il a pu, compte tenu de sa compréhension de sa mission. Mais ce que je dis, c'est que la boussole, qui est le respect de la vision du Bénin à la fin 2025, n'a pas été, son respect n'a pas été rigoureux. Il est vrai que comme il y avait de l'argent à dépenser, des politiques sectorielles avaient été conçues, des documents existent, mais la mise en œuvre de ces plans d'action, la mise en application de ces politiques sectorielles, c'est ça qui est à l'origine de tous les problèmes majeurs que nous avons connus. D'accord. Alors, avec le renouveau, avec la rupture et le nouveau départ, non, il y a plus de discipline, plus de rigueur. Plus de rigueur et de discipline. Plus de rigueur et de discipline, simplement, les gens se réchignent parce que les Béninois, habitués au laxisme du passé, ne supportent pas la rigueur. La fermeté qu'il y a aujourd'hui. En résumé, vous reconnaissez qu'il y a fermeté. Il y a fermeté parce qu'il faut y avoir fermeté, même dans votre vie de ménage. Un minimum de fermeté est nécessaire, sinon, c'est la pagaille. Mais il faut la figure dominante que vous représentez pour mener les balises, pour dire, ah non, on a prévu de faire ci. Si vous faites ça, on ne va pas atteindre cet objectif. Vous parlez d'un minimum de fermeté. Pour ceux qui estiment qu'il y a excès, qu'il y a excès de fermeté, vous avez quoi à dire? Il y a la fermeté nécessaire, il n'y a pas excès de fermeté. D'accord. Alors, on fait un exercice. 35 ans à aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour ne pas dire 35 ans après la conférence nationale, que deviennent concrètement les décisions prises à la conférence nationale de votre analyse de la situation? Bon, je vais me répéter, les décisions, les grandes et les majeures qui concernent ou qui engagent la vie politique du pays, par exemple. L'exercice aurait été beaucoup plus facile si on allait, on n'a pas le temps. Oui, allons-y. Oui. Si on allait grande décision par grande décision. D'accord, allons-y. D'accord? Oui. Moi, j'estime que à la conférence nationale, et la phrase forte, c'était plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais la gabegie qu'on observait. Est-ce que cette grande décision n'a pas été respectée? À mon avis, oui. Elle a tellement été respectée qu'il y a eu des exagérations. C'est ça. Et des époques, à une certaine époque, le premier Béninois, le Béninois numéro 1, avait pensé que les ressources de l'État étaient son patrimoine personnel. On a vu l'utilisation qu'on a faite de l'hélicoptère national dans ce pays. On connaît le slogan qui est devenu rapidement viral, l'eau c'est moi.
On note au niveau des analyses et des observateurs de la vie politique que la comparaison, n'est-ce pas, est beaucoup plus focalisée juste au régime qui a précédé. Oui, ça ne peut être que ça. Pourquoi? Ça ne peut être que ça. Pourquoi? Parce qu'avec vos performances actuelles, vous, à Kabali Para, on ne peut vous apprécier que par rapport au même travail qui se faisait avant votre arrivée. D'accord. Le fils n'est apprécié que par rapport à son papa. D'accord. De ce point de vue, ce n'est pas qu'on s'est focalisé négativement sur une époque, mais c'est ce qu'on dit très facilement. La vie est une continuité linéaire. Et on estime que ça devient trop rébarbatif quand chaque fois on se dit que ce régime auquel on fait référence, chaque fois que ce régime a fait son temps et qu'il y a un nouveau qui est là et qui devrait se concentrer, n'est-ce pas, sur ce qu'il a fait plutôt que chaque fois regarder dans le rétroviseur. Et nous disons parfaitement la même chose. C'est pour ça que je disais que c'est la comparaison qui a dégradé là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pour évoluer, on ne peut se positionner que par rapport à l'existant qu'on avait trouvé. D'accord. C'est pour ça que je parlais de comparaison. Plus jamais ça, nationale, c'était un terme à la gabégie. Aujourd'hui, on a mis une politique en place pour pouvoir régler ce problème. Je crois que les balises nécessaires sont là pour montrer qu'on est sur la bonne voie, sur le bon chemin. D'accord. Alors, entre autres, je dirais, acquis ou entre autres décisions prises à la conférence nationale, c'est le modèle de démocratie que nous sommes, je dirais, fixés en 90. Quelle lecture vous avez du fonctionnement de notre démocratie de 90 à aujourd'hui? Très bien, merci, bonne question. Le modèle de démocratie que nous avions choisi, à mon corps défendant, c'est la démocratie libérale. C'est la démocratie libérale en copiant soit les pays occidentaux. Cette affaire de mandat de 5 ans renouvelable une fois, ça n'a jamais été ma façon de voir les choses. Parce que quand vous regardez les grandes nations aujourd'hui, les nations que nous admirons, la Chine, l'Inde, la Russie... Ça, c'est aujourd'hui, ça. Ce sont les références aujourd'hui comparées aux États occidentaux, les États-Unis et l'Union européenne. D'accord, ça c'est les réalités d'aujourd'hui. En 90, on n'avait pas le regard sur ces États que vous avez cités par exemple. Bon, en 90, comme on n'était pas focalisé sur cette comparaison, on pensait à la survie du Bénin. D'accord. Comment faire pour que notre pays émerge. D'accord. En résumé, on a choisi le format qui était adapté et adaptable en 90. On a pris le modèle qui nous a été imposé. Ah bon? Parce que imposé pourquoi et comment? Parce que quand même la première au lendemain de la conférence nationale, la constitution, n'est-ce pas que c'était du copier-coller qu'on a observé? La constitution, la première constitution. Oui. Avec quelle constitution? Avec la constitution, avec la constitution française, c'est très connu ça. C'est-à-dire, on sait qui a rédigé ça, c'est le dinosaure, c'est le professeur Maurice Aranzo-Glelais, le père, le patriarche qui a formé les professeurs Olo et consorts. Donc c'était du copier-coller et il y a même des versions. Vous sentez qu'on a calqué ça sur le modèle français? Oui, c'était calqué sur le modèle français. D'accord. Personne ne peut contredire ça. D'accord. Et c'est progressivement qu'on a dit non, mais bon, cette réalité objectivée n'est quand même pas objectivable au Bénin. C'est à ce moment qu'on a commencé par racoler, par corriger les choses. On y est parvenu d'une certaine manière. Mais on n'a pas encore totalement réussi. D'accord. Pour les 4 étapes que vous avez choisies, n'est-ce pas, dans l'exercice, je voudrais qu'on voit quel a été le modèle de démocratie qu'on a eu, par exemple, sur le tout premier régime démocratique qui a suivi, celui du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Voilà, quelle lecture vous avez de la façon de gouverner, ou en tout cas de la démocratie qu'on a eue à l'époque? C'était dans la phase 1, comme je te disais, c'est le renouveau démocratique. D'accord. Le tout début, 5 ans. Le Bénin sortait d'un gouffre. Avec la conférence nationale, c'était la première conférence nationale en Afrique. En Afrique noire francophone. En Afrique noire francophone, a attiré tellement de sympathie que les fonds étaient venus de tous côtés
tout le monde voulait aider ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest à se développer. Donc, il y a eu des apports massifs de devises étrangères et on n'a jamais su comment ces devises étrangères ont été dépensées, puisque cet argent, ce flot d'argent venu de l'extérieur n'a jamais été audité. On n'a jamais su comment ça a été. D'accord. Je me souviens que nous, au lendemain du départ du procès, au lendemain du départ du président de Séphore Sogolo, je faisais partie du groupuscule d'agitateurs qui demandaient à savoir ce qu'il en a été. D'accord. Voilà, bon, une forme d'audit en quelque sorte. On n'a jamais su comment les D'accord, c'est la lecture que vous avez, je dirais, de la façon dont la démocratie s'est portée, n'est-ce pas, en ses débuts. Le renouveau démocratique. D'accord. Alors, parlons des 10 ans qui ont suivi. Les 10 années du président Mathieu Kérékou, qui soit dit en passant, est une icône, demeure une icône de l'histoire du Bénin, extrêmement charismatique. Donc, beaucoup avaient la nostalgie de son retour et tout le monde était content. Le bon papa est revenu. D'accord. Tout le monde connaît le style de gouvernance du président Mathieu Kérékou. D'accord. C'est pas le laxisme, mais c'est un peu le laisser aller dans la jouissance totale. C'est pour ça que lui-même, il a dit, je ne fais que le répéter, tout le monde était chef en définitive, il n'y avait pas de chef. Lui, il était là, garant de la souveraineté nationale et ses collaborateurs, son environnement faisait ce qu'il voulait. D'accord. Donc c'était un site de direction et un site de gouvernance, non pas laxiste, mais du moins peu directif. Peu directif, d'accord. On vous a déjà entendu un peu sur le régime, je dirais, Yahi, un peu également sur le régime actuel. Je voudrais qu'on saute un peu pour aborder, je dirais, cette comparaison qui est faite avec les démocraties des grands États. On cite les États-Unis, on cite la France et autres. De votre analyse de la situation, est-ce que vous pensez que ces États sont arrivés à ce niveau du jour au lendemain, quand des fois on fait la comparaison de la démocratie béninoise avec ces grands États? Est-ce que vous pensez que les choses se sont passées avec autant de vitesse? Excellente question. Cette grande nation que moi, je suis en train d'admirer, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ne serait jamais arrivé à ce niveau avec 2 mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois. Non, il faut du temps pour que le temps se réalise. Il faut laisser le temps au temps pour faire son temps. Il faut du temps pour que les arbres soient en fleurs. Et je continue de marteler que un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, donc 10 ans, ne peut pas permettre de développer un pays. D'ailleurs, le président de Séphore Sogolo l'a finalement reconnu. On ne peut pas développer un pays en 10 ans. De telle sorte que une réflexion profonde s'impose pour notre constitution. Mais on parle de l'État est une continuité. Ça veut dire qu'il y a bien d'autres fils de la nation qui peuvent, je dirais, prendre le relais et mettre, je dirais, comme objectif principal le développement du pays. C'est le même discours qu'on a tenu jusqu'à l'arrivée du président Patrice Talon. Et c'est justement parce qu'il y a une certaine insatisfaction latente que la rupture et le nouveau départ se sont imposés royalement. Cette imposition de la rupture et du nouveau départ, nous voyons là où ça nous a amené, de telle sorte que tant qu'à faire, tant qu'à choisir, on doit nécessairement laisser cette rupture, ce nouveau départ continuer. D'accord. Alors le modèle des nations de l'Hexagone et autres, par exemple, c'est lequel? Parce que, bien entendu, ils n'ont pas fait pour autant, je dirais, 3, 4, 5, 6, 8 mandats. 8 mandats, ils n'ont pas fait, je dirais, au-delà de 10 mandats, au-delà de 10 ans, forcément. Quels sont les grands modèles occidentaux que nous connaissons? Le premier, c'est aux États-Unis. Le modèle américain. Oui. Le second modèle, c'est le modèle anglais et français, c'est-à-dire, et le modèle allemand, c'est-à-dire l'Union européenne, ce qui est convenu d'appeler l'Union européenne, qui se sent tellement faible qu'elle est allée s'agrimer aux États-Unis. Donc le modèle occidental, le seul modèle occidental dont on peut parler maintenant, ce sont les États-Unis
et qui aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ne constitue plus un modèle enviable, non, avec les dérives qu'on a connues. D'accord, on aura l'occasion de revenir sur cet aspect. Alors, professeur Gilles Goyi, le temps est vite passé. Je voudrais que vous apportez votre conclusion sur l'héritage qu'on a de cette conférence nationale. En clair, qu'est-ce qu'on retient? Là, ce serait votre mot de conclusion, parce qu'on a l'impératif du temps et je suis bousculé un peu par la régie. Le temps est tellement vite passé. Oui. Que je vais conclure simplement par une caricature. Allons-y. Comme vous le savez, toute caricature est outrancière. Et la Constitution de 1990, à mon avis, est déjà tellement utilisée. C'est un peu comme un habit porté longtemps, sans lavage approprié. Cet habit finit par puer, par sentir mauvais. Moi, je crois que la Constitution de 1990 fut assez vieille pour mourir. C'est pour ça que je continue de saluer fortement la Constitution de novembre 2020 qui nous a, vous ne l'avez pas souvent dit, c'est 2020-2019. Novembre 2020. D'accord. Février 2020. Cette constitution nous a déjà, heureusement, glissé vers une nouvelle république. Nous sommes dans une nouvelle république. On aura l'appréciation, n'est-ce pas, sur cette thématique. Donc, moi, pour conclure, moi, je vais conclure en disant que, comme chacun gratte toujours la partie qui le démange. Chacun gratte toujours la partie qui le démange. Et moi, Gilles Goyi. Oui, vous avez gratté la partie qui le démange. Gilles Goyi, merci beaucoup. Je serai très malheureux le jour où j'attendrai que le président Patrice Talon n'est plus président de la République. On vous a entendu, professeur Gilles Goyi. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'info continue sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Demain à 20h, on parle de notre corporation, l'aide de l'État à la presse privée annoncée par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, n'est-ce pas, à l'ouverture de la session comptant pour l'année 2025. On aura l'appréciation et l'analyse des confrères sur cette thématique. Ne ratez donc pas le rendez-vous de demain 20h sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.